Les tutos confinés de Madame F. Disclaimer. Aucune feuille de papier neuve n'a été maltraitée durant ce tournage. Tuto numéro 2. Le discours direct et indirect. Demandons d'abord que sont le discours direct et le discours indirect. Tout d'abord, le discours direct que je raccourcirai par DD, c'est lorsque le narrateur rapporte directement les paroles et pensées du personnage qui parle. C'est-à-dire que les paroles et les pensées sont écrites telles qu'elles ont été prononcées et dans leur entièreté. Ainsi, dans l'exemple Sherlock Holmes annonce, entre guillemets, « J'ai découvert qui est l'assassin », « J'ai découvert qui est l'assassin », ce sont les paroles prononcées par le personnage, ici Sherlock Holmes, telles qu'elles ont été dites et dans leur entièreté. On n'a pas coupé une partie. Le discours indirect, aussi appelé le discours raconté, que je vais raccourcir par DI. Dans ce cas-ci, le narrateur rapporte indirectement les paroles et les pensées du personnage. On y lit les paroles indirectement, seul l'acte de parole est repris, on n'y entend plus la voix de celui qui a parlé. Ainsi, dans la version en discours indirect de la phrase précédente, Sherlock Holmes annonce qu'il a découvert l'identité de l'assassin. Il n'y a plus que l'information, ici, de l'annonce qu'a fait Sherlock Holmes, mais il n'y a plus les paroles telles qu'il les a prononcées au moment de sa prise de parole. Comment, dans un texte, reconnaître le discours direct et le discours indirect ? On peut reconnaître le discours direct grâce à des guillemets qui entourent les paroles. C'est souvent ce qui est employé lorsqu'une seule personne parle. On peut aussi avoir un tiret qui précède le discours pour souvent un dialogue. On va aussi trouver un verbe de parole et aussi la précision de qui parle. Par exemple, dans la phrase « Le président a affirmé, entre guillemets, le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir », on a ici des guillemets, le verbe de parole a affirmé et on a la précision de qui parle, ici le président. Quelques exemples de verbes de parole: crier, acclamer, dire, affirmer, râler, soutenir, couper, interroger, citer, se plaindre, etc. Donc en gros, ce sont tous les verbes qui peuvent accompagner des paroles. Dans le discours indirect, on n'aura pas de guillemets ou de tirets. Ça se formule autrement. On a toujours l'information de qui parle, on a toujours un verbe de parole et on a toujours les paroles. Tout cela dans la même phrase. Ce qui va changer, c'est ici, la manière dont les paroles sont rapportées. Qui parle et le verbe de parole vont se trouver dans la proposition principale, alors que les paroles, elles, vont être dans la proposition subordonnée. Les paroles rapportées sont dans une proposition subordonnée qui est raccrochée à la proposition principale grâce au verbe de parole. Petit rappel, une proposition, c'est une partie de phrase contenant un verbe conjugué. Dans une phrase, il y aura autant de propositions que de verbes conjugués. Deuxième rappel, on appellera une proposition subordonnée une proposition qui dépend d'une principale et qui est introduite par une conjonction de subordination, quand, que par exemple, ou un pronom relatif, qui, dont, ou, etc. Donc une proposition subordonnée, c'est une proposition qui va se raccrocher à une autre, à par exemple la proposition principale, la proposition la plus importante de la phrase. Par exemple, le président a affirmé que le gouvernement ferait ce qui est en son pouvoir. On a dans la proposition principale, de nouveau comme on l'avait dit, qui parle, ici le président, le verbe de parole affirmer, et sont introduites les paroles à la suite avec une conjonction de subordination, les propos qui ont été tenus sous forme d'une proposition subordonnée, proposition parce qu'il y a un verbe conjugué, et subordonnée parce qu'elle se raccroche grâce à la conjonction de subordination à la proposition principale. Comment passer du discours direct au discours indirect et inversement ? Tout d'abord, pour ce qui est de la façon de rapporter les paroles, on va devoir regarder quel type de phrase on a pour faire la modification. C'est pour ça qu'il faut d'abord identifier le type de phrase. Première possibilité, c'est si on a une phrase
déclarative. Une phrase déclarative, c'est une phrase où on donne une information, une opinion, une pensée. Souvent, ça se termine par un point ou à la limite un point d'exclamation. Par exemple, elle nous dit « j'ai peur le soir », c'est une phrase déclarative. La personne fait une déclaration. En discours indirect, ça devient d'ailleurs « elle nous dit qu'elle a peur le soir ». Autre possibilité comme type de phrase, c'est la phrase impérative. C'est assez facile, c'est une phrase qui donne un ordre, un conseil ou une interdiction. Elle commence par un verbe à l'impératif. Par exemple, la mère dit à sa fille « mets ton bonnet ». J'ai un impératif, c'est une phrase impérative, elle donne un ordre ou un conseil. Et alors le dernier type de phrase, c'est la phrase interrogative, c'est celle qui pose une question ou qui formule une demande. Elle va se terminer par un point d'interrogation et on va avoir soit une inversion, soit un mot interrogatif. Par exemple, mon père m'a demandé « quelle heure est-il ?» J'ai mon point d'interrogation, j'ai mon mot interrogatif, c'est une interrogative. Elle a demandé « veux-tu ton panier ?» Il y a un point d'interrogation et il y a une inversion, c'est une phrase interrogative. Une fois qu'on sait identifier le type de phrase, qu'est-ce que ça donne en pratique pour modifier la manière dont sont rapportées les paroles? Pour modifier une phrase déclarative, les paroles rapportées deviennent une proposition subordonnée complétive CDV introduite par une conjonction de subordination que juste après le verbe de parole. Précédemment, on s'est rappelé qu'une proposition, c'est une partie de phrase qui contient un verbe conjugué. On s'est rappelé qu'une proposition subordonnée, c'est une proposition qui vient se raccrocher à la proposition principale grâce à une conjonction de subordination. Maintenant, information supplémentaire, une subordonnée qu'on appelle complétive, c'est une proposition qui dépend de la principale, ça ne change pas, et qui dépend du verbe. En dépendant du verbe, la complétive prend une fonction dépendant du verbe, CDV, CIV, attribut du sujet. Ça veut donc dire qu'on a des propositions subordonnées qui vont prendre des fonctions comme n'importe quel mot ou groupe de mots dans une phrase. Par exemple, une subordonnée complétive CDV va répondre à la question « quoi » après le verbe. CIV va répondre à la question « à qui »,« à quoi »,« de qui », « de quoi » après le verbe. Attribut du sujet, ça voudra dire que le verbe de la principale est un verbe copule. Et pour le etc., c'est parce qu'on peut y trouver toutes les fonctions dépendant du verbe. Par exemple, la phrase en discours direct « ma cousine me confie, j'ai peur de l'orage », il y a un point, c'est une déclaration, c'est une phrase déclarative, devient « ma cousine me confie qu'elle a peur de l'orage ». On l'avait déjà dit, très souvent les propos finissent dans une proposition subordonnée, ici introduite par la conjonction de subordination « que », et elle a la fonction de CDV. Ma cousine me confie quoi? Qu'elle a peur de l'orage. Donc les paroles qui étaient entre guillemets deviennent ici une proposition subordonnée complétive qui est le CDV du verbe de parole. Pour modifier des propos qui seraient contenus dans une phrase impérative, les paroles rapportées deviennent deux possibilités. Soit ça devient une proposition subordonnée complétive CDV, maintenant on sait ce que c'est, introduite par une conjonction de subordination que après le verbe de parole, donc autrement dit exactement comme pour la phrase déclarative. Par exemple, dans la phrase « le douanier nous ordonne, ouvrez le coffre ». Ça devient « le douanier nous ordonne que nous ouvrions le coffre ». On se retrouve de nouveau avec les paroles mises en proposition subordonnée complétive CDV, puisque je peux dire « le douanier nous ordonne quoi ?» que nous ouvrions le coffre. C'est le CDV du verbe de parole introduit par la conjonction de subordination. Donc, exactement comme pour la phrase déclarative. Mais on peut le faire d'une autre façon, et ainsi les paroles rapportées deviennent une proposition infinitive après le verbe de parole. Proposition infinitive veut simplement dire une partie de phrase qui contient un verbe, mais pas conjugué, cette fois-ci, à l'infinitif. Dans ce cas-ci, je reprends ma phrase de départ, le douanier nous ordonne ouvrez le coffre. Au lieu d'utiliser la complétive CDV, j'utilise la proposition infinitive, le douanier nous ordonne d'ouvrir le coffre. On a une proposition et le verbe
est à l'infinitif. Les deux possibilités ici se valent. En général, il vaut mieux faire en fonction du sens pour que ça soit le plus logique. Pour modifier une phrase interrogative contenue dans le discours direct, il y a deux possibilités. Donc, avant de se lancer, il faut se poser une question. Dans ma phrase de base, je vais avoir qui parle, le verbe de parole pour pas changer, et alors entre guillemets ou après le tiret, je vais avoir la question. D'où le fait que j'ai une phrase interrogative. Si je réponds oui ou non à la question qui se trouve dans le discours direct, ça va s'appeler une interrogation totale. Et si je dois répondre tout sauf oui ou non à la question posée dans le discours direct, on va avoir ce qu'on appelle une interrogation partielle. Et selon que ce soit une interrogation totale ou partielle, on ne va pas modifier de la même façon. Dans le cas de l'interrogation totale, donc pour rappel, une question où je devais répondre soit par oui, soit par non dans mon discours direct, les paroles rapportées deviennent une proposition subordonnée complétive, interrogation indirecte introduite par si, et alors le point d'interrogation de la question devient un simple point. Une interrogation indirecte, c'est simplement le fait de poser une question sans qu'il y ait ni inversion ni point d'interrogation. Ainsi, dans l'exemple, le professeur nous demande « Avez-vous bien étudié ?» Discours direct. J'ai dans mon discours direct une question. À cette question, « Avez-vous bien étudié ?» Je peux répondre uniquement par oui ou par non. C'est donc une interrogation totale. Donc, j'applique la règle, je transforme le discours en une interrogation indirecte introduite par si et se terminant par un point. Ça devient « Le professeur nous demande si nous avons bien étudié. » Point. C'est une interrogation indirecte. Je comprends qu'il y a une question, mais elle n'est pas affichée par une inversion ni par un point d'interrogation. Pour ce qui est de l'interrogation partielle, c'est-à-dire, petit rappel, une question à laquelle je ne peux pas répondre par oui ou par non, mais par n'importe quelle autre réponse, les paroles rapportées deviennent une proposition subordonnée complétive, interrogation indirecte, jusque-là ça ne change pas, introduite par le même mot interrogatif présent dans le discours direct, et à nouveau, le point d'interrogation devient un simple point. Dans l'exemple, le douanier nous demande, entre guillemets, le discours direct, où allez-vous ? Je n'ai pas pu répondre par oui ou par non, c'est donc bien une interrogation partielle, ça devient le douanier nous demande où, je reprends mon mot interrogatif, nous allons, point. Donc, le mot interrogatif, je le prends pour le remettre dans mon discours indirect. Ça me permet de voir qu'il y a une question, même indirectement, dans mon discours indirect. Ce qu'on vient de faire nous sert à modifier les propos en fonction du type de phrase employée. Comment change-t-on le reste ? Il faut aussi modifier ce qu'on appelle la proposition incise. On en a déjà croisé dans les exemples précédents. Ici, on lui donne simplement un nom. Donc, c'est la proposition qui est insérée dans le discours direct, encadrée d'une ou de virgules. Elle indique que des paroles sont rapportées grâce au verbe de parole et à qui parle. Ainsi, dans la phrase « Non » s'écria-t-il, « n'appuie pas sur ce bouton », la proposition incise, elle est ici, c'est le verbe de parole et qui parle. C'est ce que j'ai toujours dit, s'écria Jules, la proposition incise est ici, le verbe de parole s'écrier et la personne qui parle, Jules. La proposition incise passe du discours direct au discours indirect et inversement, en permettant à nouveau de savoir qui parle et d'avoir un verbe de parole qui introduit la proposition subordonnée. Ainsi, non, s'écria-t-il, n'appuie pas sur ce bouton. Mon verbe de parole, qui est ici dans une inversion, prend sa place dans le discours indirect et la personne qui parle également sa place de sujet, ça devient « il s'écria qu'il ne fallait pas appuyer sur ce bouton ». Ma proposition incise, je reprends les informations et les paroles deviennent la proposition subordonnée dans le discours indirect. L'élément suivant qui va changer, c'est la personne. La personne, c'est-à-dire le sujet du verbe dans le discours direct, qui doit changer quand on passe au discours indirect et inversement. Pourquoi ? Parce que quand on rapporte les paroles,
c'est maintenant le narrateur qui va s'exprimer en répétant les paroles d'une personne, d'un autre personnage. Ce n'est plus forcément la même personne qui s'exprimait quand on passe des guillemets à la proposition subordonnée. Attention ici, quand on dit la personne change, c'est la personne contenue dans le discours, dans les paroles rapportées. Ce n'est pas la personne employée dans la proposition incise qui va changer, puisque dans la proposition incise, c'est le narrateur et lui ne change pas. Et attention, quand je change la personne dans mon discours, c'est le pronom personnel qui va changer, mais aussi les déterminants possessifs qui y seraient associés. On va voir ça après. Les modifications à apporter sont ici présentées sous la forme d'un tableau allant du discours direct au discours indirect, mais ça pourrait fonctionner dans l'autre sens, évidemment. Tout d'abord, pour ce qui est des premières personnes, si j'ai un « je » à l'intérieur de mon discours direct, ça va devenir « il » ou « elle » dans mon discours indirect. Par exemple, il annonce, entre guillemets, « je vais revoir mes amis ». Ça devient « il annonce qu'il va revoir ses amis ». Pourquoi ? Parce que le « je » qui s'exprime ici, c'est le narrateur. Donc, il faut utiliser la même personne. Je égale le narrateur. Pour le « nous » présent dans le discours direct, ça deviendra « il » au pluriel ou « elle » au pluriel. Nos amis préviennent, nous ne viendrons pas. Ça devient « nos amis préviennent qu'ils ne viendront pas ». Pourquoi ? Car le « nous », c'est la même personne que le narrateur, ici, troisième personne du pluriel. On reprend la troisième personne du pluriel dans le discours indirect. En réalité, il n'y a rien de bien compliqué, il suffit de s'en tenir au sens de la phrase, voir qui est en train de parler, qui tient les propos qui sont présents dans les guillemets, et en se tenant au sens, on ne risque pas non plus de se tromper quand on passe d'un discours à l'autre. Pour ce qui est des deuxièmes personnes, singulier au pluriel, ça va un petit peu changer en fonction de la personne à qui on s'adressait dans le discours direct. Ainsi, tu, pour par exemple « tu as tort, m'a-t-il dit », tu es présent ici dans mon discours direct, ça peut devenir deux choses. Ça peut devenir « je ». Il m'a dit que j'avais tort. Ça devient « je » si le « tu » de la phrase en discours direct est le narrateur. Et donc, quand on dit « tu », c'est au narrateur qu'on s'adresse. Donc, le narrateur est en train de s'exprimer dans le discours indirect. Il parle en son nom avec un « je ». Ça peut aussi rester un « tu ». Par exemple, il m'a dit que tu avais tort. Si le « tu » dans le discours direct désigne l'interlocuteur du narrateur. Et donc, le « tu » à qui on est en train de s'adresser ne change pas. À nouveau ici, pour savoir si je vais prendre le « je » ou le « tu », il ne faut pas modifier systématiquement de l'un à l'autre, mais simplement s'en tenir au sens, voir si le « tu » désignait le narrateur, ou bien si ça désignait une autre personne. Donc, s'en tenir au sens du contexte, au sens de la phrase. Pour le « vous » présent dans le discours direct, ça peut devenir « nous » ou bien « il » ou « elle » au pluriel. Le but est de voir qui se cache derrière le « vous » dans le discours direct, à nouveau, en fonction du sens de la phrase. Le directeur nous annonce « vous ne pouvez plus arriver en retard ». Qui est derrière le « vous » ? C'est facile, c'est nous, c'est à nous qu'il parle. Donc le « vous » devient « nous ». Le directeur nous annonce que nous ne pouvons plus arriver en retard. Donc ici, c'est la même personne qui est présente en CIV ici. Par contre, dans la phrase « tu préviens les autres », vous ne sortez pas, vous n'est plus nous, c'est d'autres personnes. Donc, ces autres personnes deviennent il ou elle au pluriel. Tu préviens les autres qu'ils ne sortent plus. J'avais un indice ici, puisque les autres étaient déjà mentionnés. Donc, je répète, il faut faire en fonction du sens et du contexte de la phrase. Et pour en finir avec les personnes, il ou elle au singulier dans le discours direct reste il ou elle dans le discours indirect. J'affirme, il est sympathique devient j'affirme qu'il est sympathique. Et pareil au pluriel, il et elle au pluriel deviennent il et elle au pluriel dans le discours indirect. Tu préviens, elles arriveront en retard. Tu préviens qu'elles arriveront en retard, tout simplement parce que les personnes
dont il est question dans le discours direct ne change pas. Dernière chose à changer et pas des moindres, ce sont les temps où on va devoir appliquer la concordance des temps. Pourquoi ? Car entre le moment où les paroles ont été prononcées et le moment où elles sont rapportées, le temps n'est plus le même. Donc entre le moment où elles sont prononcées, c'est le discours direct, et le moment où elles sont rapportées, discours indirect, le moment n'est plus le même. Il a changé et ça doit s'adapter dans les temps qui sont employés pour les verbes. Pour changer le temps des verbes entre le discours direct et le discours indirect, il faut d'abord voir quel est le temps qui est employé dans la proposition incise. Et selon si mon verbe de parole est au présent ou si c'est un temps du passé, la concordance des temps ne va pas être la même. Ce premier tableau nous montre ce qui se produit comme changement lorsque le verbe dans la proposition incise est au présent, donc quand le verbe de parole est au présent, donc dans ce qu'on avait aussi appelé la proposition principale. Ce qu'on doit faire ensuite, c'est regarder à quel temps est le verbe dans le discours direct, donc à quel temps est le verbe dans la partie entre guillemets ou derrière le tiret. Première possibilité, si le verbe dans le discours direct est au passé composé, eh bien, dans un contexte présent, ça reste du passé composé. Si le verbe dans mon discours direct est au présent, ça reste au présent dans le discours indirect. Et si mon verbe est au futur simple, il reste au futur simple dans le discours indirect. Ça donne la cuisinière dit présent, j'ai fait à manger, passé composé, ça devient la cuisinière dit qu'elle a fait à manger. La cuisinière dit je fais à manger, c'est du présent, ça reste du présent. La cuisinière dit qu'elle fait à manger. Dans le cas du futur simple, la cuisinière dit je ferai à manger, ça reste du futur simple. La cuisinière dit qu'elle fera à manger. Pourquoi dans le cas d'un verbe dans la proposition incise au présent et donc un contexte présent, pourquoi rien ne change au niveau des temps ? Car nous restons au même moment que celui où ont été prononcées les paroles. C'est la même situation de communication. Dans le cas maintenant d'un verbe introducteur, d'un verbe dans la proposition incise au passé. Ça peut être avoir un verbe introducteur au passé composé, à l'imparfait ou au passé simple, peu importe, ça veut dire que le verbe introducteur, le verbe de parole, est un temps du passé. Dans le cadre d'un contexte au passé, les temps vont changer quand je passe du discours direct au discours indirect. Le passé composé qui était présent dans les guillemets devient du plus que parfait dans le discours indirect. Le présent dans les guillemets devient de l'imparfait dans le discours indirect. Le futur simple présent dans les guillemets du discours direct devient du conditionnel présent dans le discours indirect. Dans ce cas-ci, pourquoi les temps changent ? Pourquoi quand le verbe introducteur, le verbe de parole est au passé ? Pourquoi changer les temps des verbes ? Car le verbe introducteur étant au passé, cela signifie que les paroles prononcées dans le discours direct, donc dans les guillemets, ont été dites dans un contexte passé, donc avant le moment de la narration. Ça veut dire que les paroles que je répète n'ont pas été dites maintenant, mais avant le moment où je les répète. Et ça doit se ressentir dans le temps des verbes quand je passe au discours indirect. Ainsi, pour montrer à mon lecteur ou même à mon auditeur que ça s'est dit avant, je dois le montrer. Je dois le montrer à travers les verbes, je dois montrer qu'il y a une antériorité, donc un autre temps qui fera comprendre que ça s'est passé avant. Par exemple, la cuisinière a dit, la cuisinière disait, la cuisinière déclara. Ici, mon verbe introducteur, mon verbe de parole, est au passé. Ça veut dire que elle l'a dit avant. Elle peut l'avoir dit hier, elle peut l'avoir dit il y a une semaine, elle peut l'avoir dit il y a un mois. Et elle a dit « j'ai fait à manger ».
le passé composé vaut pour le moment où elle prenait la parole. Mais quand je passe au discours indirect, il faut que je fasse comprendre au lecteur ou à l'auditeur que le fait qu'elle ait fait à manger, ça s'est passé justement avant, maintenant. Et je le montre en utilisant un verbe plus antérieur que le passé composé. Pareil, ici, l'imparfait est plus antérieur que le présent, tout comme le conditionnel présent est plus antérieur que le futur simple. Il se passe avant. Donc je dois changer le temps pour montrer que c'est une action qui s'est passée avant. Et à cause de quoi? Tout simplement parce que mon verbe introducteur est au passé. Si mon verbe dans le discours direct est au présent, ça donnerait: la cuisinière a dit je fais à manger. Elle faisait à manger au moment où elle l'avait dit. Mais quand je répète ces paroles, on n'est plus au moment où elle faisait à manger. Donc je dois montrer que ça s'est passé avant en utilisant un verbe à un temps antérieur. Ça devient: la cuisinière a dit qu'elle faisait à manger. Sous-entendu, à ce moment-là. La cuisinière a dit, futur simple, je ferai à manger. Le futur, au moment où elle le disait, n'est plus le futur de maintenant. Donc, pour le signifier, je dois utiliser le conditionnel présent. Ça devient: la cuisinière a dit qu'elle ferait à manger. Ce tableau est peut-être le plus difficile à comprendre, mais dans une mise en pratique, dans les exercices, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Et pareil que pour les personnes, il faut s'en tenir au sens et à la cohérence que donnerait le contexte d'une phrase ou le contexte d'un texte. Et si le sens peut poser problème, et après il ne reste qu'à étudier d'un point de vue théorie, retenir que quand le verbe introducteur est au présent, le verbe de parole est au présent, rien ne change puisque le contexte est le même, et qu'avec un verbe introducteur, un verbe de parole au passé, il faut marquer l'antériorité de ce passé dans le discours direct à l'aide de verbes qui sont antérieurs, qui marquent une antériorité par rapport à leur équivalent du discours direct. Si on le fait de façon assez systématique, on ne se trompe pas. C'en est fini pour le tuto sur les discours directs et indirects. Ce qui va maintenant aider, une fois qu'on a étudié sa théorie, c'est la mise en pratique avec des exercices.